Bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de te présenter Claire Vitou, experte des questions de temps, d'organisation et de structuration pour les entrepreneurs. Sa mission, leur donner la bonne organisation et les bons outils pour créer plus de temps, plus de sérénité et plus de fun au quotidien. Elle enseigne aux entrepreneurs les meilleures méthodes pour faire passer leur productivité et leur business au niveau supérieur. Claire est la fondatrice de l'entreprise The Minimal Plant et l'hôte du podcast Bye Bye Procrastination, un des podcasts francophones de référence sur l'organisation, la productivité et la structuration avec plus de 1,5 million d'écoutes. J'ai eu envie d'inviter Claire à venir me jaser de sa vision du minimalisme en affaires. Dans cette ère où on nous pousse constamment à en faire plus, vouloir plus et pousser plus la machine, je pense qu'on doit repenser notre conception de la productivité et j'ai eu envie de discuter de tout ça avec elle. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, officiellement, bienvenue Claire, comment ça va? Écoute, ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation, Mélanie. Je suis hyper heureuse d'être là. Je suis vraiment très très contente de te recevoir parce que pour la petite histoire, en fait, je t'ai connue lors de Catching 2024 à Paris dans un contexte très festif pour moi, un beau voyage. J'étais super contente de te rencontrer puis d'apprendre en fait à te connaître puis de te voir en personne parce que malheureusement, le Québec et la France, on est si proches de culture, mais si loin de Il y a un océan géographie, de d'écart territoire. finalement. C'est ça, fait que c'est rare qu'on rencontre nos, nos collègues virtuels à l'étranger. Donc, je suis super contente qu'on puisse enfin se reparler, hein, parce que ça fait quand même quelques mois que ça s'est fait l'événement Catching en février. Et aujourd'hui, ben, comme j'ai dit en introduction, je te reçois pour parler de ton expertise, oui, de productivité, de structure, planification, organisation, tous les sujets que tu maîtrises de main de maître. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est la façon dont tu intègres le concept de minimaliste dans l'équation, de minimalisme, pardon, dans l'équation. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est très théorique, puis j'ai le goût qu'on ait ensemble un petit peu plus en profondeur dans ce concept-là, comment toi tu le vis à ton niveau, comment aussi tu accompagnes d'autres entrepreneurs à prendre cette voie-là, s'ils le désirent bien sûr. Mais avant d'aller plus en profondeur dans le sujet, j'ai le goût qu'on apprenne un petit peu sur ton parcours. J'ai vu que ça faisait presque 10 ans que tu étais en affaires, donc j'ai comme un peu le goût d'avoir accès à la petite genèse de ton entreprise. Si tu le veux, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça fait un peu moins que 10 ans quand même. Ça fait 7 ans maintenant que je suis à mon compte. Et en fait, il y a évidemment eu plusieurs saisons dans mon business, comme pour beaucoup d'entrepreneurs. En fait, à la base, j'avais un blog et un compte Instagram sur lequel je partageais autour du bullet journal. Et donc ça, c'était en parallèle de mon job salarié que j'avais à l'époque. Et les circonstances se sont alignées de telle sorte que j'ai lâché mon job salarié et je me suis mise 100% sur mon expertise organisation, gestion de projet, productivité. Et donc au tout début de mon business, je faisais plutôt du e-commerce. Donc en fait, j'avais conçu un agenda, un planeur que je vendais en ligne et c'était ça mon business. Et puis en gagnant en maturité, en regardant aussi de plus près toute la stratégie commerciale, financière de mon business, je me suis rendu compte que ça tenait pas debout, tu vois. Et puis j'avais aussi une grosse frustration avec le e-commerce, c'est que j'étais très loin des personnes que j'ambitionnais d'aider. C'est-à-dire que
Tu sais, quand t'as un e-commerce, t'envoies un produit et puis la Mhm. personne, elle le reçoit dans sa boîte aux lettres, mais finalement, t'es pas là à ses côtés pour l'aider à l'utiliser, pour voir l'impact que ça peut Ouais. avoir, etc. Donc en fait, j'avais vraiment ce sentiment de à la fois ne pas avoir assez d'impact et puis aussi d'être très seule dans mon business. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de transitionner vers un modèle de prestation de services d'accompagnement, puisque aujourd'hui je suis coach et donc j'aide les entrepreneurs à organiser, structurer leur business avec généralement deux grands objectifs. Premier objectif, remettre de l'équilibre dans l'équation, c'est-à-dire réussir à retrouver du temps perso quand on a tendance à être à 150% dans son business et du coup à manger tous les temps personnels au profit de notre entreprise. Et puis deuxième objectif, et souvent on a un petit peu les deux en parallèle, c'est créer plus de résultats dans son entreprise, optimiser les choses pour faire en sorte d'avoir des résultats sans s'épuiser. En gros, finalement, si on résume, c'est ça l'objet des accompagnements que j'ai avec mes clients. Oui, vraiment. Puis si vous voulez en savoir plus aussi sur les méthodes d'organisation et tout ça, ton podcast est vraiment une mine d'or d'informations. Fait que je vous invite à aller écouter ça après, bien sûr, cet épisode. Puis tu sais, je l'ai dit justement, le concept de minimalisme, c'est très... euh, c'est théorique et en même temps très pratique. Ça concerne plusieurs sphères de notre vie. Comment toi, tu vis ce minimalisme-là? Est-ce que tu le vis finalement dans ta vie en général ou c'est vraiment plus orienté sur ta business? Est-ce que c'est une réflexion, tu sais, idéologique qui est arrivée dans ta vie à un certain moment? Comment c'est arrivé finalement? Alors, je pense que avant la réflexion idéologique, et je suis d'ailleurs pas sûre de l'avoir eue de manière complète à un moment, avant la Ouais. réflexion idéologique, pour moi, c'est d'abord une réflexion, c'est trop bizarre de dire ça, mais esthétique. En gros, je viens d'un background où je suis designer à la base, et du coup, pour moi, Hmm. le minimalisme, c'est d'abord une esthétique très épurée, très simple, qui se concentre sur la dimension fonctionnelle des choses, tu vois, et qui s'affranchit de l'inutile, des froufrous, enfin, tu vois, de tout ça. Et du coup, Ouais. je suis assez comme ça de manière générale dans ma vie, je dirais. C'est-à-dire que si tu ouvres ma penderie, bon, tu vas trouver trois t-shirts, deux jeans et ça s'arrêtera à peu près là. Et c'est un peu la même chose dans mon business. C'est-à-dire que pour moi, j'ai envie que mon business soit au service de mes objectifs, mais qu'il soit au service de mes objectifs en mettant le moins de moyens, le moins de froufrou, le moins de, tu vois, de choses inutiles possible. Donc je dirais que ma réflexion sur le minimalisme, elle vient d'abord de ma culture du design et ensuite derrière, ça s'est transposé à d'autres sphères de ma vie. Mais je suis pas minimaliste au sens, je vis pas dans un appartement avec une chaise, une assiette et deux fourchettes, quoi. Tu vois, c'est non, pas du, Ouais. enfin, en vrai, pas du tout. Même, je suis pas du tout quelqu'un de consumériste et etc. Et je suis assez attentive au fait d'avoir pas forcément peu de biens, mais plutôt des choses qui sont utiles ou qui m'apportent de la joie, tu vois. Mais je suis pas quelqu'un de Mhm. minimaliste. Comme ce qu'on a pu voir sur The Minimalist, tu vois, le fameux documentaire de Netflix Ouais. qui a Ouais. qui a mis de la lumière à fond sur ce mouvement-là. J'en suis pas du tout à ce point-là. Tu serais plus la série documentaire avec Marie Kondo, là, si je comprends, là. Tu sais, Ouais, exactement. est-ce que ça Je t'apporte suis de la plus dans joie? la team Marie Kondo. Exactement. Je pense que Oui. ça se rapproche beaucoup plus de ma vision des choses. Et je dirais que dans mon business, c'est un peu la même philosophie qui s'applique, quoi. Je crois que la philosophie de Marie Kondo, c'est globalement de ne rien avoir dans ta maison qui ne soit pas utile ou qui ne t'apporte pas de la joie. En fait, dans mon business, pour moi, c'est la même logique qui s'applique. L'idée, c'est pas de faire le moins de choses possible et de vraiment tout le temps couper, tu vois, parce que je pense qu'au bout d'un moment, tu t'ennuies un petit peu, que tu es tout le temps dans les mêmes choses, que tu tournes en rond. Et puis globalement, je trouve aussi qu'en business, il y a quand même un principe qui s'applique, c'est que si tu ne te renouvelles jamais, au bout d'un moment, tu dépéris, je pense quand même, autant en tant qu'entrepreneur que le business en soi. Mais par contre, le fait de d'épurer régulièrement ses stratégies, sa to-do, etc., ça permet quand même de maintenir une espèce de d'harmonie dans le business qui, moi, en tout cas, me fait rêver, quoi. Ouais, vraiment. Ben, tu m'amènes naturellement à ma prochaine question que
que j'avais pour toi. Tu sais, est-ce que ta vision du minimalisme, on va dire en affaires, en business, est-ce que finalement c'est vraiment de faire le moins possible? Je pense pas. Est-ce que c'est d'épurer au minimum? Est-ce que ça se rapproche un peu de l'essentialisme? Comment toi tu le définis tu sais, dans ton entreprise à toi, là? À quel moment tu incarnes finalement cette vision-là concrètement, soit par des choix, des décisions ou des directions finalement? Bah, c'est ce que je te disais, pour moi, le minimalisme, il s'applique régulièrement sur des principes d'épuration. C'est-à-dire que pour moi, dans un business, tu vas forcément avoir des phases, on va dire, de divergence où tu vas essayer des choses, tu vas aller sur de nouveaux terrains, etc. Et du coup, là, c'est normal que ça puisse être un petit peu fourni de, enfin, je sais pas, tu vas appliquer Mm. plusieurs stratégies en même temps, peut-être tester plusieurs réseaux, enfin, tu vas multiplier, entre guillemets, les fronts dans ton business. Donc, t'es pas forcément là, à ce moment-là, dans un business minimaliste. Mais je trouve que ce qui va faire le business minimaliste, c'est les phases de convergence où tu vas prendre tout ce que tu vas avoir essayé, les graines que tu vas planter et en fait tu vas épurer tout ça pour ne garder que les graines qui vont avoir le plus de potentiel et le plus d'impact sur ton business. Et il y a forcément des phases qui s'alternent comme ça entre de la divergence où tu vas aller chercher des nouvelles idées, explorer de nouveaux terrains, mettre en place de nouvelles stratégies. C'est normal parce que sinon au bout d'un moment ton business il est plus il est plus aligné avec les tendances de ton marché, avec, enfin, il y a plein de choses qui se désalignent au bout d'un moment et du coup, tu prends des risques en réalité, je pense, si tu restes tout le temps dans les mêmes dynamiques. Mais après ces phases de divergence où tu vas tester des choses, je pense que c'est cool d'avoir des phases de convergence où tu vas, bah, je vais utiliser une expression très française, mais couper dans le lard, tu vois, c'est vraiment, tu enlèves tout ce qui est inutile, ou en tout cas tout ce qui n'est pas rentable, j'ai envie de dire. Ouais, ouais. Et du coup, pour moi, la rentabilité, c'est à quel point est-ce que le temps et l'énergie que je dépense dans ce truc-là vaut pour les résultats que ça me ramène. Et Mhm. tu parlais de choix. Moi, je sais que j'ai fait des choix dans mon business, par exemple, le fait de ne plus du tout créer de contenu pour les réseaux sociaux, alors qu'à la base, je viens des réseaux sociaux, c'est-à-dire que sans Instagram dans ma vie, je n'aurais pas de business à l'heure où on se parle. Mm. Mais ça reste pour autant quelque chose que j'ai décidé de couper parce que le temps et l'énergie que ça me prenait, autant l'énergie mentale que l'énergie émotionnelle, n'étaient pas, selon moi, suffisamment rentables par rapport aux résultats que ça m'amenait. Et du coup, j'ai décidé de juste fermer la porte, dire merci pour tout ce que ça m'a Pour tout. apporté et je vais aller voir ailleurs pour l'instant. Ouais, hey, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça m'amène à un point important que j'avais le goût d'aborder avec toi. C'est que là, dans le fond, ce que je comprends dans cette vision-là, c'est que c'est pas de dire, entre guillemets, dès le jour 1, je peux, entre guillemets. J'imagine qu'on peut, mais dans le sens que c'est plus difficile dès le jour 1 d'arriver avec cette vision de minimalisme, justement, parce que, on doit tester des choses, on doit explorer, on doit créer, on doit mettre les fondations. Fait que forcément, il y a une espèce d'effort de plus. Donc, c'est pas de dire, par exemple, si on prend l'exemple que tu viens de donner avec les réseaux sociaux, c'est pas de dire je rejette les réseaux sociaux et je peux affirmer, par exemple, je gère ma business, hein, comme on peut entendre, là, avec des multiples six chiffres sans être sur les réseaux sociaux. Et là, ce qu'on oublie dans ces revendications-là, ces claims, si on veut, c'est que ce que tu as bâti comme notoriété, comme fondation, comme entreprise, a reposé jadis naguère sur le fait de faire du contenu pour les réseaux sociaux. Puis que c'est là qui est intéressant, c'est que toi, tu apportes la vision de rendu à la phase d'optimisation, si on veut, là, on arrive plus dans une phase de croissance plus mature, on maîtrise chacun des process dans ce qu'on fait, ben là, on arrive à dire, OK, ben là, maintenant, ici, maintenant, moi, Claire, j'ai plus besoin de faire du contenu, par exemple, pour Instagram, bien que ça m'a apporté beaucoup de visibilité au départ. Fait que je trouve ça intéressant qu'on le nomme, parce que tu le sais comme moi, hein, les réseaux sociaux, ça vient avec beaucoup de comparaisons, hein, puis beaucoup chez les entrepreneurs, où il y a des messages, des fois, qui peuvent être assez culpabilisants, merci, sur qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir et qu'est-ce qui est possible de faire ou de pas faire pour ci. Donc, je trouve ça le fun que tu le nommes. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, toi, tu es en mesure de dire, ben, j'ai pas ce pilier-là de création de contenu à faire, mais tu le fais, j'imagine, pendant plusieurs années, là. Ça fait partie Bien de... sûr, et en effet, je pense que c'est hyper important de le dire, c'est qu'aujourd'hui, si mon business fonctionne sans les réseaux sociaux, déjà,
ça veut pas forcément dire qu'il fonctionnera toujours sans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que peut-être, et je pense que même là, pour être très honnête, je pense que j'arrive au bout d'un cycle et qu'à un moment, tu vois, tu surfes sur une vague, mais la vague, elle arrive au bout et du coup, tu as besoin de trouver des relais de croissance. Et peut-être que ces relais de croissance-là, que je vais avoir besoin de trouver dans un futur plus ou moins proche, bah, peut-être que ces relais de croissance-là, ils seront sur les réseaux sociaux. J'aurai probablement d'autres stratégies, une autre manière de faire, et peut-être que c'est même pas moi qui gérerai les réseaux sociaux si je décide de revenir sur les réseaux sociaux. Ce sera peut-être pas Instagram, ce sera peut-être ailleurs, j'en sais rien, toutes les possibilités sont ouvertes, donc ça c'est important de le garder en tête. Et le deuxième truc que tu as très bien expliqué et qui est absolument fondamental, c'est que si aujourd'hui mon business peut se passer d'Instagram, c'est parce que je peux capitaliser en fait sur ce que Instagram m'a amené à un moment. C'est-à-dire que la visibilité, l'audience et même la traction que m'amène le podcast, c'est l'héritage, entre guillemets, de ce que j'ai pu bâtir sur Instagram sur mes premières années d'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, on me demande souvent, typiquement, comment est-ce que tu fais pour avoir des résultats comme ça sur ton podcast ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, du coup, si les gens se posent la question comment fait-elle sans les réseaux sociaux pour attirer des clients, bah, mon trafic numéro 1, c'est mon podcast Bye Bye Procrastination, où du coup j'ai plusieurs millions d'écoutes cumulées, etc. Mais si j'ai ces résultats-là avec le podcast, c'est parce que au moment où j'ai lancé mon podcast, j'avais déjà une audience qui m'a suivi sur le podcast, que ça a fait de l'attraction sur ce truc-là, que du coup les algorithmes ont mis en avant mon podcast. Enfin, tu vois, c'est le plus qui attire le plus, mais ça vient pas de nulle part. Ça vient vraiment de cet héritage des réseaux sociaux. Pour autant, je suis aussi assez persuadée qu'on peut fonctionner sans les réseaux sociaux dès le départ. Y a, je pense, plein de gens qui fonctionnent sans. C'est juste que les gens qui fonctionnent sans les réseaux sociaux, on ne les voit pas sur les réseaux sociaux. Et que du coup, il y a une espèce de biais de visibilité en réalité, parce que j'accompagne plein de clients, tu vois, qui ont des business très florissants, mais qui ne fonctionnent absolument pas avec les réseaux sociaux, qui ont juste d'autres modes d'acquisition qui sont peut-être beaucoup plus classiques et qu'on peut se dire c'est boring, mais oui, la prospection ça fonctionne, oui, le réseautage ça fonctionne, tout ça c'est autant de leviers qui sont, je pense, presque plus efficients que les réseaux sociaux, surtout quand on démarre, parce qu'on a des résultats souvent plus rapides que quand tu démarres de zéro sur Instagram. Mais personne n'a envie de le faire. Généralement, ça fait moins rêver que de bâtir une audience sur les réseaux sociaux avec toute la reconnaissance, entre guillemets, que ça peut apporter d'avoir un gros chiffre sur ton nombre de followers, etc., quoi. Ben oui, hein, on fonctionne des fois malheureusement trop avec l'ego, fait qu'on doit se rappeler, il existe d'autres méthodes, il existe d'autres façons, c'est de trouver justement qu'est-ce qui correspond le mieux à nous, notre personnalité, nos valeurs, nos envies, notre modèle d'affaires. Bref, il y a tellement de facteurs. Puis je trouve ça important que tu le nommes si bien. Puis, tu sais, l'autre chose, quand on parle de productivité, comme tu le fais, d'organisation, planification, structure, mais surtout, en fait, productivité, ça fait souvent écho, du moins dans ce que moi j'entends de d'autres personnes qui parlent de ces thématiques-là. C'est l'idée, finalement, d'arriver à maximiser un peu notre, je veux dire, potentiel humain ou notre productivité personnelle dans le but de créer de l'espace temporel, hein, de se dégager du temps, mais pour faire autre chose. C'est-à-dire dans l'idée de toujours arriver, finalement, à en faire plus pour être justement au devant, pour faire plus de projets, pour accomplir, finalement, créer plus de contenu, toujours plus. Puis dans ta vision que tu amènes, je trouve ça super intéressant parce que c'est pas cette vision-là que tu as de la productivité. Elle est plus reliée au sentiment, pas au sentiment, mais à la liberté finalement que nous, on a envie d'explorer. Comment toi, tu te positionnes justement dans l'univers de la productivité, l'organisation, où souvent, c'est des messages qu'on va entendre parce qu'on utilise finalement les leviers de productivité pour nous, comme humains, se sentir encore plus... en faire plus, finalement. Ouais. En fait, je pense que le premier truc à conscientiser, c'est que, et je sais que je vais probablement enfoncer des portes ouvertes, mais malgré tout, on vit dans un monde où ce qui est valorisé, c'est la performance. Donc, la productivité en soi, pour moi, dans ma vision des choses, c'est un outil qui est neutre. C'est-à-dire que la productivité ne vise pas forcément... en tout cas, ma vision de la productivité, c'est pas tellement une vision de il faut en faire toujours plus
accomplir plus de choses, cocher plus de cases, plus d'objectifs, etc. C'est plutôt de se dire, bah, comment est-ce que je fais pour atteindre mes objectifs et pour consacrer du temps et de l'énergie à ce qui est important pour moi. Et là, ce qui est essentiel, c'est le pour moi, c'est-à-dire pas juste pour les autres, pour ce que la société attend de quelqu'un qui est en situation de réussite, etc., mais vraiment pour moi. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est absolument essentiel à explorer quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage de la productivité, parce que sinon, la productivité, elle devient complètement aliénante, c'est-à-dire que tu es tout le temps dans la petite roue de hamster de je veux en faire toujours plus, je veux toujours optimiser plus mon temps, mon alimentation, mon sommeil, toute ma vie de manière générale pour orienter tout ça vers la performance. Et il y a des gens qui s'épanouissent à fond là-dedans et qui s'épanouissent à fond là-dedans sur le long terme. Et je pense qu'il y a des gens qui vont s'épanouir pour un temps dans ce truc-là parce que ça donne un sentiment de contrôle, de maîtrise qui est très plaisant en réalité, d'avoir cette prise en fait sur la manière dont on utilise notre temps et dont on utilise notre énergie. Mais comme tu l'as très bien dit, le problème c'est qu'après on rentre dans une espèce d'engrenage du toujours plus. En fait, la nature n'aime pas le vide. Donc à partir du moment où tu as des espaces vides dans ta vie et dans ton emploi du temps, ils vont se remplir. Donc je pense que c'est important d'être assez intentionnel avec pourquoi est-ce que je veux être plus productif ? Qu'est-ce qui va... pourquoi est-ce que je veux être plus efficient ? Pourquoi est-ce que je veux être plus efficace ? Et à quoi est-ce que, si demain je libère 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus dans ma journée, à quoi est-ce que ça va me servir concrètement ? Pourquoi est-ce que je veux consacrer ce temps et cette énergie ? Je suis désolée, il faut que je fasse sortir mon chat, sinon il va être archi relou. Il n'y a aucun souci, aucun souci. Moi aussi, j'ai un félin fou. Je comprends. Désolée. Là, il est parti. Mais écoute, ce que tu me dis me fait beaucoup penser à un parallèle. Bon, peut-être pour certains, c'est un peu boiteux, mais moi, je trouve pas. Tu sais, quand on parle, par exemple, de troubles alimentaires, là, le fameux trouble qui s'appelle l'orthorexie, hein, qui sont les gens qui sont comme un peu dans la recherche continuelle des meilleurs choix alimentaires, de toujours optimiser leur mode d'alimentation, de faire des recherches, de faire des changements, et toujours être un peu dans ce contrôle-là. C'est malheureusement un trouble qui est comme de plus en plus commun avec le plus d'informations qu'on a maintenant sur l'alimentation, la biologie, puis le fonctionnement de notre corps. Puis j'ai l'impression que la productivité, ça peut aussi être comment dire, j'ai envie de dire le dark side de ça, je cherche le mot en français, mais en tout cas, le contre-coup, le côté sombre, c'est de toujours être en recherche continuelle de la meilleure méthode, de la meilleure façon d'en faire plus. Puis tu sais, je parle beaucoup de technophobie dans mon univers par rapport aux entrepreneurs et dans leur recherche d'outils. Puis la technophobie, c'est un peu ça, c'est de toujours être en train de chercher le meilleur outil. Ça peut être de productivité, par exemple, le meilleur logiciel, la meilleure application, le ci, le ça. Puis ça devient comme une espèce de quête qu'on n'arrive jamais au bout. Tu sais, au final, on mange pour vivre, on a une entreprise parce qu'on veut vivre de notre entreprise, puis se sentir libre. Fait que je trouve ça comme intéressant que on se pose la question, justement, on va être plus productif, mais pour faire quoi? Parce qu'au final, un salarié qui veut être plus productif, ben il va avoir une récompense, il y a une carotte au bout du bâton, c'est-à-dire il va avoir peut-être une augmentation, un boni annuel, une rétribution supplémentaire, un trophée même, il y en a qui vont, tu sais, qui vont avoir vraiment c'est ça, un sentiment de satisfaction au bout du compte. Mais quand on est entrepreneur, c'est quoi notre satisfaction? Tu sais, c'est qui va nous la donner, la reconnaissance ou le Hey, c'est bien clair, t'as bien travaillé aujourd'hui, tu sais, on Mais l'a oui, complètement. moins. Personne n'est là pour nous donner une petite tape sur l'épaule et pour nous dire c'est Non. bon, t'as été suffisamment productif, suffisamment productive. Et c'est ça, je pense, le piège. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait pas vraiment, ou en tout cas on perd de vue le pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la productivité et qu'en plus on ne pose absolument aucune limite sur la place que notre business prend dans notre vie, on a un petit peu tous les ingrédients
du cocktail explosif, de derrière, bah, comme tu le dis, on arrive dans des espèces c'est pas forcément des spirales, mais en tout cas des comportements potentiellement un petit peu obsessifs où on a besoin, on a envie de tout optimiser et au final le cadre qui était censé nous donner plus de liberté, plus d'épanouissement, nous permettre peut-être plus de créativité, etc., bah, ça devient un cadre qui nous enferme et qui est juste une cage dans laquelle on est prisonnier. Donc encore une fois, je pense Ouais. que c'est trop cool de s'intéresser à la productivité. Au bout d'un moment, c'est bien de remettre un petit peu les points sur les i et de se demander pourquoi est-ce que je fais tous ces efforts d'optimisation-là, au service de quoi est-ce que ça se met et qu'est-ce que je veux en tirer en termes de bénéfices. Et je parle pas des bénéfices pour son business, mais je parle vraiment des bénéfices très, Personnel. comment dire, euh, je perds mes mots, des bénéfices J'essaie de t'aider, vraiment... mais oui. euh, Non mais c'est fou ça. Enfin, des bénéfices pour moi en tant qu'entrepreneur, mais en tant qu'humaine, tu vois, En vraiment tant la qu'humaine, ouais. personne derrière le business, pas juste le business. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est aussi très important de distinguer, de bien distinguer son business de soi, parce que ce qu'on a tendance à faire en tant qu'entrepreneur, c'est de relier très directement notre valeur personnelle au Mm. résultat de notre business, à la performance de notre business et à notre performance dans notre travail, parce que tout est tellement Ouais. lié et tellement fondu qu'on a du mal à faire la distinction. Et du coup, ça veut dire que quand on est moins productif, que notre business amène moins de résultats, etc., bah, très directement, on va être dans des spirales de dévalorisation parce qu'on a câblé en direct notre valeur avec notre performance personnelle. Ouais, vraiment. Tu sais, il y a aussi des secteurs, tu sais, au niveau des salariés où ça va être aussi le cas, là, dès qu'on tombe un peu dans des rôles plus stratégiques ou dans certains métiers où justement on valorise les échelons et le titre et tout ça, souvent, on voit qu'il y a cette tendance-là tu sais, à s'identifier. Puis on le voit aussi dans la façon qu'on parle quand on se présente, là, tu sais. Monsieur, madame, tout le monde dans un événement, on a tendance à nommer qu'est-ce qu'on fait en premier comme métier ou comme entreprise, qu'est-ce qu'on fait dans la vie. Fait que c'est intéressant ce volet-là. Puis je serais curieuse de savoir, est-ce qu'il y a d'autres, on va dire, constructions ou paradigmes, croyances que tu as défait euh, par rapport à l'entrepreneuriat puis la productivité depuis que toi aussi, t'es entrepreneur, tu as vécu un peu des phases et des secteurs d'activité différents. Est-ce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui tu te dis, mon Dieu, moi j'étais vraiment là-dedans ou j'ai compris que finalement c'était pas ça? Hmm. Euh, je pense que Alors, je vais te parler du travail que là, je suis en train de faire en ce moment et qui est très lié J'aime à ça. ce dont on vient de parler. Le travail qui est un peu un fil rouge pour moi, c'est justement bah, le rapport au travail au sens très large, tu vois, et à Mhm. quel point est-ce que j'associe ma valeur avec la performance de mon business, etc. Donc ça, c'est pour moi le travail de fond, vraiment la couche la plus profonde du travail que j'ai pu faire et qui est forcément encore en cours parce que c'est pas quelque chose où en 3 mois tu débloques les trucs Non. et c'est fini. Et du coup, après, si on remonte un petit peu les couches, la couche d'après, ce serait probablement ma vision de la réussite, c'est-à-dire retravailler ma vision de la réussite et à quel point est-ce que je vais associer la réussite à la taille entre guillemets du business ou en tout cas au montant de chiffre d'affaires du business. Mhm. Euh, je pense que quand on démarre, je pense que je suis pas du tout la seule à avoir eu ce truc-là, tu vois, de me dire plus je vais faire un chiffre d'affaires important, plus je vais être sereine, moins je vais avoir de problèmes et plus je serai en situation de réussite socialement, entre guillemets. Donc il y a vraiment pour moi cette... Mais c'est normal, encore une fois, on est dans un monde où le chiffre d'affaires est quand même un marqueur très fort et en plus c'est un argument marketing très fort aussi pour toutes les personnes qui vont communiquer sur Parle-moi leurs pas produits, là-dessus. sur leurs services, etc. Donc on est très très matrixés tous et toutes par ce truc-là. Donc moi aussi j'ai été matrixée par ça, par le côté chiffre d'affaires et du coup j'avais vraiment une logique où j'avais l'impression qu'il fallait nécessairement que je fasse plus de chiffre d'affaires, toujours plus de chiffre d'affaires. Alors pour être honnête, j'ai pas du tout un business qui engrange des millions d'euros par an, mais j'avais quand même cette vision, tu vois, de me dire, ok, c'est quoi le palier suivant, tu vois, et d'être vraiment dans une logique Mhm. de croissance permanente. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je reviens petit à petit, ou en tout cas sur lequel je me pose beaucoup de questions
de savoir est-ce que c'est vraiment ça ce dont j'ai envie déjà et ce dont j'ai besoin aussi. Parce que finalement, euh, avoir un plus gros chiffre d'affaires, c'est pas forcément avoir moins de problèmes, c'est juste avoir des problèmes différents. Et je sais pas si Mhm. j'ai envie d'avoir les problèmes de quelqu'un qui fait un plus gros chiffre d'affaires. Donc là, c'est un peu des réflexions, tu vois, qui sont en cours. Il y a beaucoup de points d'interrogation, il n'y a pas beaucoup de réponses pour le moment, mais c'est des choses qui sont en chemin et qui vont forcément aboutir à un moment ou à un autre. En tout cas, là, à l'heure actuelle, je suis vraiment dans une logique plutôt de, on va dire, de consolidation, de me dire, je préfère m'intéresser à la répétabilité de mon chiffre d'affaires et au fait d'avoir quelque chose qui soit stable, mais sur lequel je puisse compter et qui m'apporte de la sécurité, parce que pour moi, la valeur sécurité est hyper importante, Mhm. plutôt que d'être dans une logique d'hypercroissance, d'explosion, de toujours aller plus loin, etc. Alors les Prendre des personnes qui sont... risques, puis ouais. je sais très bien qu'à chaque fois, je me retrouve avec des coach mindset dans mes DM Instagram qui me proposent d'aller casser toutes mes croyances limitantes. Je suis pas certaine que ce soit qu'une question de croyances limitantes. Je pense qu'il y a aussi des questions juste d'envie et de besoin. Et c'est pas parce qu'on n'a pas envie de faire, comme tu dis, des multi-6 qu'on a des croyances limitantes. Ça peut aussi être juste qu'on n'a pas envie de se prendre la tête et qu'on a envie de privilégier autre chose que la Ouais. performance pure de notre entreprise. Vraiment. Puis tu sais, je sais pas en France s'il y en a beaucoup, mais ici, j'entends beaucoup, en fait, des coachs qui sont très prolifiques avec beaucoup de, tu sais, une grosse clientèle, une grosse audience, qui, jusqu'à présent, fonctionnaient avec des grosses équipes, des gros événements, tu sais, même des boutiques avec de la merch, là, tu sais, des objets à vendre et tout ça. Fait que, tu sais, une grosse structure à gérer, beaucoup, tu sais, des employés, une équipe finalement ben, qui demande beaucoup de coûts et qui font la transition vers un modèle plus simple, j'allais dire, tu vois, minimaliste. Je pense pas qu'ils sont dans le minimalisme, mais de réduire finalement la taille de leur Hmm. structure parce que justement, c'est pas forcément un plus rentable sur le plan financier. Là, tu sais, au final, quand il faut payer ces gens-là, il faut payer ces coûts fixes et variables-là. Mais ça vient aussi avec, comme tu dis, une prise une prise de risque et aussi des problèmes différents, hein? Des problèmes différents d'approvisionnement, de gestion de personnel et tout ça, de cash flow, hein, on en parle pas assez. Ce qui fait que ça devient, en tout cas, je trouve qu'il y a un mouvement en ce moment-là que j'entends là, d'entrepreneurs qui sont à succès, qui décident de dire, ben, tu sais quoi, on peut faire plus avec moins aussi, là. On peut se donner cette chance-là. Je trouve ça le fun je trouve ça bien de le voir tranquillement, pas vite, parce que peut-être que ça va influencer aussi nos modèles de réussite. Parce que des fois, on pense à je veux une grosse équipe, tu sais, je veux ma boutique en ligne, justement, avec des produits dérivés et compagnie. Donc, peut-être que finalement, ce n'est peut-être que juste pour quelques-uns, une prison dorée, en fait, une cage dorée plutôt. Mais je pense que c'est important de souligner que, en effet, à mon avis, il va y avoir une tendance de downsizing, entre guillemets, dans le Mhm. business. C'est-à-dire que, alors peut-être que pas du tout et que je suis toute seule dans mon délire, hein, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a, oui, plein d'entrepreneurs qui ont eu tendance comment dire, à viser l'empire, tu vois, ce que je peux complètement comprendre, et qui, au bout d'un moment, bah, en fait, c'est presque trop, tu vois, et il y a aussi quelque chose qui se passe, à mon avis, quand on est dans des crises de croissance, entre guillemets, en business, c'est que notre rôle dans l'entreprise, il change complètement. Et moi, c'est aussi ce sur quoi Mm. je suis aujourd'hui décidée à ne pas croître trop vite, ou en tout cas trop, c'est que tu passes de, bah j'en sais rien, là en l'occurrence pour mon cas, je passerais de coach à manager, chef d'entreprise à plein temps, tu vois. Et moi, Ouais. c'est pas tellement... Manager, ça m'intéresse pas déjà, c'est pas forcément ma passion. Être chef d'entreprise, c'est cool, mais pour moi, c'est plus un moyen d'exercer mon métier selon mes propres règles du jeu, plus qu'un but en soi. Et je pense que Ben c'est oui. ok d'avoir cette position-là et de se dire, bah, je vais pas forcément viser la croissance exponentielle. Peut-être que j'aurai moins d'impact, peut-être que je ferai un chiffre d'affaires qui sera moins impressionnant et qui mettra moins des paillettes dans les yeux des gens que d'autres personnes. Mais en même temps, j'ai ces personnes-là que je peux admirer par ailleurs, mais j'ai pas envie d'avoir leurs problèmes, tu vois. Et C'est ça. et en fait, c'est ça, je pense, la question à se poser, c'est
est-ce que tu veux la même réussite que oui? Est-ce que tu es prêt à prendre les mêmes problèmes que ces personnes-là? Bah, la question, elle se pose pour de vrai. Parce que du coup, je pense que c'est un bon indicateur de savoir ce qu'on veut et dans quelle direction on veut aller. Mhm. Vraiment. Puis, tu sais, j'ai envie aussi de t'amener dans ta sphère par excellence, soit la structure, l'organisation, la planification. Parce que j'ai envie de te poser la question, comment tu défends, si on veut, cette expertise-là que tu as face aux entrepreneurs qui sont un petit peu plus go with the flow, hein? Les gens qui disent, oui, mais moi, la planification, je me sens emprisonnée ou, tu sais, j'aime mieux y aller au feeling parce que, tu sais, je pense que... En fait, je serais curieuse d'entendre ce que tu aurais à dire à ces entrepreneurs qui nous écoutent, qui résistent à la structure. Alors déjà, je pense que quand on résiste à la structure, c'est que c'est pas le moment de se plonger dans des questions d'organisation et de structuration. Ou en tout cas qu'il manque peut-être des déclics qui arriveront ou qui n'arriveront pas, j'en sais rien, mais pour changer un petit peu le point de vue sur l'organisation et la structuration. Comme beaucoup de choses qu'on voit en business, l'organisation et la structuration, ça peut faire une espèce d'injonction, tu vois. Ou en tout cas, on peut avoir l'impression que c'est une injonction de oui, mais on me dit qu'il faut être organisé, structuré, et du coup, je vais un peu freiner des cas de fer parce que j'ai pas du tout envie d'y aller. Je pense sincèrement que si l'organisation et la structuration, ça fait partie des compétences que 99,9% des entrepreneurs qui justement font croître leur business bâtissent, si ça fait partie de ces compétences-là, c'est pas juste pour faire joli en fait. C'est pas juste parce que l'organisation et la structuration, c'est trop cool. D'ailleurs, la plupart des gens trouvent pas ça cool, hein, l'organisation et la structuration. Je pense qu'il y a que les nerds comme moi qui vibrent à l'idée d'écrire des process, tu vois. Donc je pense que la première étape pour justement savoir à quel point est-ce qu'on est prêt pour passer ce cap-là, c'est de se demander bah, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un cadre en fait. Qu'est-ce que ça va m'apporter si je me mets à faire des efforts en termes d'organisation et de structuration, qu'est-ce que ça va m'apporter? C'est quoi les bénéfices que j'en attends? Quel problème est-ce que ça va résoudre pour moi? Si on a une page blanche à cette étape-là, c'est pas grave, en fait, on n'a pas besoin d'organisation. Parce que moi, je suis assez persuadée que tu peux obtenir des résultats sans organisation. Tu vas juste les obtenir plus lentement, avec plus d'efforts et avec probablement plus de stress et plus de cortisol dans ton corps. Mais ça n'est évidemment que mon avis tout à fait biaisé. Donc première étape, pour moi, on se demande quel problème est-ce que ça va résoudre pour moi, quel bénéfice est-ce que ça aurait pour moi d'avoir un cadre, entre guillemets, de me poser un cadre. Pourquoi est-ce que je me dis qu'il faudrait que je m'organise et que je me structure concrètement, à quoi ça va me servir? Donc ça, c'est le premier truc. Une fois qu'on a ça, bah, je dirais que c'est important du coup de changer son regard sur l'organisation à la lumière de ce qu'on va avoir posé en termes d'attentes, de bénéfices et de problèmes qu'on va résoudre. C'est-à-dire plutôt que de se dire oh là là, la barbe, il faut que je m'organise, que j'ai un planning, etc. Bah, c'est plutôt de renverser la vision et de se demander comment est-ce que je peux faire en sorte que mon organisation et cette structuration que je vais avoir besoin de mettre en place, elles se mettent au service de ma liberté. Et on revient justement sur le pourquoi, tu vois. C'est-à-dire vraiment être très clair sur le pourquoi. Bah, je veux mettre en place une organisation et travailler sur mon efficacité pour avoir plus de temps pour les projets qui me font kiffer dans mon business, pour avoir plus de temps pour ma vie personnelle, pour avoir plus de bandes passantes dans mon cerveau pour m'accorder des temps de créativité, etc. Parce qu'en réalité, je suis assez persuadée que l'organisation, c'est pas une prison. Alors, encore une fois, si on tombe dans des schémas très aliénants, oui, ça peut le devenir, mais si on a une organisation minimale et très légère, c'est simplement un levier supplémentaire de liberté et d'épanouissement. Donc, changer un petit peu son regard sur l'organisation et se demander comment est-ce que ça peut se mettre au service de notre liberté. Et puis après, bah, c'est simplement, si on rentre un petit peu dans le concret et l'opérationnel, c'est de se demander à quoi est-ce que ça ressemblerait pour moi un cadre hyper léger et hyper minimal, mais qui me permettrait de résoudre les problèmes que j'ai identifiés en premier, tu vois. Et de mon point de vue, on n'a pas besoin de mettre en place 50 routines, 50 habitudes, d'avoir des outils dans tous les sens et justement d'optimiser chaque seconde de notre vie pour bénéficier de ce que l'organisation peut nous apporter.
pour moi, à partir du moment où le cadre qu'on se donne, ça nous apporte de la clarté, de la sérénité, que ça nous permet d'avancer et globalement de finir nos journées avec de la satisfaction et de la fierté par rapport à ce qu'on a fait, bah en fait c'est ça l'objectif, tu vois. Et moi je m'en fiche de savoir si tu parviens à cet objectif-là avec un bout de papier, un crayon et une to-do list en vrac, ou si tu y parviens avec un espace Notion hyper optimisé, des process, une équipe à qui tu vas déléguer, etc. Le comment, en réalité, pour moi, il est peu important. Ce qui est important, c'est vraiment d'identifier le besoin et du coup de poser un cadre qui va répondre aux besoins. Et ça sert à rien de mettre en place une usine à gaz et tu vois et de prendre un bazooka pour tuer une mouche quoi. Si vraiment on est seul dans son business, qu'on a assez peu de choses à gérer, assez peu de projets stratégiques en parallèle, etc. On peut avoir des outils et un cadre qui sont hyper simples. Déjà poser des objectifs. Tu te fais une petite feuille de route trimestrielle et tu planifies ta semaine. Si tu as déjà ces 3 piliers-là, et c'est déjà beaucoup en réalité, tu as déjà une organisation de business qui tient vraiment bien la route, tu vois. Donc voilà. Et arrêter de se mettre la pression et je pense au bout d'un moment, arrêter d'écouter les podcasts comme le mien et d'arrêter de suivre les comptes Instagram qui nous parlent de productivité, etc. Parce que, comme tu le dis, c'est une quête qui est infinie et qui peut vite nous faire tomber dans la culpabilité. Je pense que c'est important de le dire aussi. Comme je suis assez persuadée que tous les coachs Instagram, etc., ne suivent pas forcément 100% de leurs conseils, et bah les coachs en organisation, en structuration, etc., n'appliquent pas 100% des méthodes, des astuces et des conseils qu'ils donnent dans leur contenu. C'est simplement une espèce de menu sur lequel tu vas choisir en fonction de tes besoins, en fonction de ta personnalité, en fonction de tes objectifs. Oui, tout à fait. Puis dirais-tu que dans le cas de figure, tu sais, des entrepreneurs qui se sentent particulièrement submergés par justement une longue to-do, puis tu sais, j'ai fait longtemps partie de celles qui faisaient comme une grande to-do, tu sais, limite des fois un peu classée par sujet, mais tu sais, à peine. Où là, tu sais, visuellement, tu vois la liste qui s'allonge, il y a quelque chose de super angoissant dans le truc. Dirais-tu que justement, il y a comme des petits quick wins justement qu'on peut mettre en place pour éviter de se sentir encore plus submergé que ce qu'on peut? Parce que justement, tu sais, il y a cette idée de oui, go with the flow, dans le sens que j'ai une intuition, on va dire, ou une envie soudaine de faire X ou Y action. Mais là, c'est des tâches qui s'ajoutent. Puis forcément, je pense que le sentiment d'être submergé, c'est surtout la difficulté peut-être qu'on a des fois à faire des choix, tu sais, à laisser aller certains projets en se disant, ben ça rentre pas. Euh, comment, tu sais, comment toi tu t'abordes cette question-là, soit avec toi-même dans ton entreprise ou avec certaines de tes clientes, justement, dans cette optique de minimalisme, de ne pas tout faire forcément pour demain? Ouais. En fait, pour moi, il y a 2 niveaux de submersion, on va dire ça comme ça, quand Ouais. on est entrepreneur. Le premier, c'est vraiment, je suis dans une période de rush et j'ai vraiment beaucoup de choses à faire sur 2-3 semaines, mais c'est, on va dire, ponctuel et passager. Et là, Hmm. quand on est dans ce schéma-là, je dirais que, bah, tu l'as dit en filigrane, mais le, la, la bonne approche, je mets des guillemets à bonne approche, mais l'approche que je conseillerais, ce serait vraiment de prendre tous les items qu'on a sur notre to-do et de vraiment prioriser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est absolument vital là maintenant. Et du coup, c'est hyper important d'avoir défini en amont les espèces de non négociables dans son business et potentiellement d'avoir déjà fait cet exercice de tier list dans Ouais. nos activités et dans notre to-do, tu vois, qu'est-ce qui est absolument vital, qu'est-ce qui devrait être fait idéalement, et puis qu'est-ce qu'on pourrait faire dans l'absolu si on a du temps et qu'on a de l'énergie vraiment en bonus, tu vois. Mais du coup, de faire vraiment ce gros tri et de se demander qu'est-ce qu'il faut absolument faire dans les 2 ou 3 semaines. Et le absolument, c'est est-ce que j'ai une deadline? Est-ce que j'ai un client qui attend? Est-ce que si je fais pas cette tâche là maintenant tout de suite, ça va mettre en péril le projet ou mon objectif. Donc on fait un Mhm. grand tri et on dégage entre guillemets de notre to-do tout ce qui ne rentre pas dans c'est important et c'est urgent. C'est-à-dire soit on va le décaler, soit on va le déléguer, soit on va le supprimer. Donc
par exemple, je te dis n'importe quoi, mais imaginons là, je suis dans une grosse période de rush, j'ai un petit peu mal anticipé les choses, où il y a des imprévus qui se sont mis dans les rouages de ma machine, et du coup, bah vraiment, je suis dans une espèce de goulot d'étranglement dans mon business, et j'ai beaucoup trop de choses à faire par rapport au temps dont je dispose. Bah peut-être que je t'aurais envoyé un mail en disant, écoute Mélanie, je suis vraiment désolée, mais je pense que ce serait mieux si on pouvait décaler notre interview, parce que bah, tout simplement, je suis prise par autre chose et du coup, je vais pas pouvoir être à 100% avec toi pendant cette interview parce que je vais être l'esprit occupé ailleurs. Donc, je vais juste décaler le truc sur une période qui sera un petit peu plus light, où j'aurai un petit peu plus d'air quand mes deadlines seront passés. Donc ça, c'est le premier cas de figure. C'est, je suis débordée, mais c'est temporaire. J'ai un horizon vraiment de ça ira mieux après telle date. Et le ça ira mieux après cette date ne se transforme pas en ah bah ça ira mieux 2 semaines plus tard, et puis 2 semaines plus tard, et puis 2 semaines plus tard. Parce que quand on commence à rentrer dans ce genre de schéma, de je me dis que ça ira mieux plus tard, mais le plus tard ne vient jamais, c'est pour moi qu'on est dans le deuxième cas de figure, à savoir on est submergé, mais ce sont des causes structurelles qui font en sorte qu'on est tout le temps débordé. Et quand je parle de causes structurelles, ça peut venir de plein d'endroits différents dans notre entreprise. Ça peut venir du fait que, comme tu le disais, je mène trop de projets en même temps et j'ai du mal à faire des choix. J'ai du mal à finalement gérer un petit peu la frustration de ne pas tout faire tout en même temps. Et ça, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet à travailler quand on est entrepreneur. C'est pas possible de tout faire tout en même temps, et quand on a une idée, aussi géniale soit-elle, peut-être qu'il faut attendre 2-3 mois avant de la mettre en place, et promis, le ciel ne va pas s'effondrer sur votre tête si vous attendez un petit peu parce que vous êtes occupé par ailleurs dans votre entreprise. Ça peut être parce que je mène trop de projets en parallèle, autant des projets internes que peut-être que je prends trop de missions clients en même temps. Et du coup, bah, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je prends trop de missions clients en même temps ? Qu'est-ce qui fait que je me sens obligée d'avoir autant de missions avec mes clients ? Parce que du coup, derrière, si on creuse, ça peut être des questions de rentabilité, ça peut être des questions... Enfin, il y a plein de questions qui peuvent émerger et qui sont encore une fois des causes structurelles du fait qu'on va se sentir débordé. Ça peut être plein de choses différentes. Ça peut aussi être de se rendre compte que il y a beaucoup de choses qu'on fait mais sur lesquelles on n'a absolument aucune valeur ajoutée. Je sais pas, je passe une journée par mois à faire le rapprochement bancaire entre mes relevés de compte et puis les facturations, les dépenses que je fais. Est-ce que vraiment c'est indispensable que ce soit moi qui fasse ça ? Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il y a des choses qu'on aurait dans l'absolu besoin de déléguer pour pouvoir retrouver un petit peu d'air. Donc, quand on est dans des problématiques où vraiment on est débordé en permanence, c'est-à-dire vraiment que c'est presque le mode par défaut dans notre business, j'en ai par-dessus la tête, je pense que, et encore une fois, si on a envie de sortir de ce mode-là, parce qu'il y a des gens qui s'y sentent parfaitement bien et qui se sentent stimulés par le fait d'être tout le temps en flux tendu, quand on a envie de sortir de ce schéma-là, je pense que c'est important de justement aller auditer un petit peu le business dans son ensemble et d'identifier quelles sont les causes structurelles qui font qu'on est dans ce schéma-là. Et après, derrière, il y a toujours plusieurs causes structurelles qui ressortent, c'est-à-dire que c'est rarement un seul facteur, mais c'est souvent multifactoriel. C'est de se demander quel est le premier domino que je vais faire tomber par rapport à ces causes structurelles, le premier truc qui va résoudre pas 100% du problème, mais qui va résoudre peut-être 30% du problème. Et du coup, je m'attaque à ce premier truc-là. Et puis, une fois que ça a été mis en place et que du coup, j'ai retrouvé un petit peu peut-être d'air en ayant attaqué cette cause-là, peut-être que je vais m'attaquer à la deuxième, et puis à la troisième, et puis à la quatrième. Donc, en fait, c'est de prendre les choses dans l'ordre. Et là, c'est pareil, on a forcément besoin de prioriser les problématiques parce qu'on ne peut pas juste faire table rase d'un business et puis repartir de zéro, entre guillemets. On a besoin d'ajuster les curseurs au fur et à mesure. Et cet ajustement, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des efforts. Et j'ai envie de dire, j'aimerais pouvoir donner autant aux personnes qui m'écoutent sur le podcast qu'aux auditeurs de cet épisode, qu'à mes clients, la baguette magique qui leur permettra de d'un coup faire un changement radical. Malheureusement, je dois l'avouer ici, souvent, ça demande plus d'efforts au début. Enfin, tu vois, c'est souvent plus compliqué avant d'être plus simple et plus facile. Et je pense que ça, il faut aussi en avoir conscience et l'accepter. Ça fait partie du travail. Optimiser son business, structurer, mettre en place une organisation qui, in fine, va nous libérer. Oui, ça va nous demander de l'effort
une espèce d'investissement de départ, quoi. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quelque chose de très, tu sais, personnalisé comme approche. Parce que je te donne un exemple. Moi, si je regarde mon agenda Google et que je vois que j'ai 25 rencontres Zoom, j'angoisse et je me sens très débordée et je ne me sens pas bien. Alors que d'autres gens, c'est l'inverse. C'est comme, yes, j'ai 25 rencontres Zoom, ça va être une bonne semaine. Ou pour eux, c'est business as usual, dans le sens que c'est totalement normal d'avoir ce niveau-là. Puis on n'a pas, tu sais, on a chacun nos degrés différents la charge de travail qu'on a envie de supporter ou qu'on est capable de supporter. Tu sais, tu parlais tantôt de mandat client. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était surtout ça, mon modèle d'affaires, c'est-à-dire des mandats clients. Puis rapidement, tu sais, des fois, je pouvais me comparer avec d'autres, tu sais, d'autres stratèges en marketing ou même des gens qui faisaient de la création de contenu, puis qui en faisaient vraiment plus de mandats. Puis je me disais, mais comment ils font? Je me sens débordée. Puis tu sais, c'est pas juste une question, je pense, financière. À la fin du compte, il y a aussi qu'est-ce que je suis capable, mon énergie est capable de supporter et de me permettre justement d'avoir du plaisir. Fait que c'est ce qui a aussi entraîné une transition, mais tu sais, je prends par exemple le coaching, beaucoup d'entrepreneurs, je pense à une en particulier, une journée typique normale, c'est 5 à 6 coachings par jour. Moi, si j'en ai 2, c'est suffisant, là. Tu sais, puis... Complètement. Ouais. Mais tu vois, je trouve que tu le dis très bien, c'est des visions très personnelles et c'est Mm. lié, on pourrait le voir comme c'est lié à une capacité limitée. Moi, je le vois plutôt comme c'est lié à des besoins différents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui vont, comme tu le dis, se nourrir du fait d'être en coaching, d'être avec les autres, enfin, tu vois, d'être dans des interactions. Moi, je suis plutôt comme toi, c'est-à-dire que au moment où j'ai, j'en sais rien, trois coachings dans la journée, je sais déjà que je vais arriver à la fin de ma journée lessivée, entre guillemets, puisque ça me Oui. demande une énergie, une concentration qui me lessive, quoi, vraiment. Alors qu'il y a des gens qui vont être capables de faire beaucoup plus, mais pour moi, c'est pas une question de capacité limitée, c'est juste que les capacités, elles sont à des endroits différents. Mais c'est intéressant, du coup, de se connaître soi-même pour avoir un petit peu bah, des bases, justement, et des espèces de règles du jeu dans son agenda, de quel est quel est le modèle de planning qui est viable et qui est écologique pour moi. C'est-à-dire que est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui va se nourrir du fait qu'il y ait beaucoup de choses, qu'il y ait beaucoup de sujets variés dans une journée, etc. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de temps pour m'y mettre, d'avoir des grandes plages de focus, enfin, tu vois, en fait, tout ça, c'est très personnel. Et c'est aussi Mhm. pour ça que je pense que c'est assez illusoire d'avoir un seul modèle de planning qui nous formaterait pour le succès, puisque en fait on fonctionne tous différemment, donc ça ne marche pas. Le copier-coller de l'organisation et du planning de quelqu'un d'autre ne fonctionne généralement pas. Oui, puis pourtant, des fois, on crave de ça, là. Moi, des fois, je regarde des vidéos de gens qui montrent leur façon de s'organiser, de planifier, puis j'adore regarder ça, puis à chaque fois, je me dis, non, c'est pas... On aime ça, regarder ce que les autres font, mais il faut avoir l'espèce de détachement, justement, comme tu dis, de comprendre que, bon, mais ça, c'est la méthode de cette personne-là. Maintenant, qu'est-ce que je peux prendre là-dedans qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je peux tester? Fait que c'est comme le marketing, finalement. C'est la même chose. Et j'ai une autre dernière question pour toi, avant de clore cette magnifique discussion. J'ai envie de savoir si toi, tu avais à recommencer ton entreprise jour 1 aujourd'hui, là. On recommence, on efface, puis on recommence. Est-ce qu'il y a des choses que, consciemment, tu ne ferais pas, justement, que tu épurerais, ou des choses que tu mettrais en place plus tôt dans ton entreprise? Alors des choses que j'épurerais, je suis pas certaine parce que j'ai pas l'impression d'avoir fait tellement plus que ce que Trop, ouais. j'aurais dû faire, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, En revanche, je pense qu'il y a des choses que je ferais différemment. Alors, j'ai pas de regrets, tu vois. C'est-à-dire que si tu me dis tu peux réécrire l'histoire, je pense que l'histoire, elle est très bien comme elle est Elle est très et belle. ça me Oui, va oui. bien. C'est OK d'avoir planté, entre guillemets, mon premier business. Ça m'a appris plein de choses. Enfin voilà, je pense que vraiment l'expérience a forgé aussi plein de choses et c'est ça qui en fait sa valeur. En revanche, je pense qu'il y a des choses que je conseillerais probablement à des gens qui se lanceraient, tu vois. Déjà, le fait de se Mhm. faire
accompagner plus tôt. Moi, j'ai beaucoup tardé avant de me faire accompagner sur mon OK. business et je viens pas du tout comment dire, j'étais pas du tout entourée d'entrepreneurs. J'ai jamais eu tu vois, de formation business entre guillemets. Donc en fait, il y avait beaucoup de choses qui, pour moi, étaient complètement en dehors de mon spectre, tu vois. Enfin, vraiment, toutes les questions de marketing, etc., c'était complètement en dehors de mon univers. Et pour autant, bah, en fait, quand on est entrepreneur, on n'a pas d'autre choix que de s'y frotter. Ouais. Et quand on est, comme moi, dans un métier dont l'expertise n'a rien à voir avec le marketing, la vente et le fait d'être entrepreneur en soi, je pense que c'est hyper important de se faire accompagner assez tôt pour poser justement des bases solides dans son business et éviter de perdre du temps. Alors c'est vrai qu'en France, on a une chance qui est autant une chance qu'une malédiction qui s'appelle l'assurance chômage, qui nous permet de tester plein de trucs et de faire des erreurs comme ça et de perdre du temps, entre guillemets, sans se retrouver sans toit sur la tête. Mais je pense que c'est cool de se faire accompagner vraiment tôt finalement dans son business pour pouvoir poser des bases claires, apprendre vraiment très tôt des rudiments de marketing et de vente parce que en fait, sinon enfin tu vois, si tu vends pas, t'as pas un business, t'as un hobby quoi. Donc c'est très Ouais. important pour moi de s'attaquer à ces sujets-là assez rapidement et voilà. Et s'il y a des entrepreneurs en démarrage entre guillemets qui nous écoutent, sachez que si c'est des choses qui vous font peur, c'est une raison supplémentaire de se faire accompagner sur ces sujets-là, puisque le fait d'avoir des connaissances enlève, entre guillemets, de la peur, enlève un peu de la malaisance qu'on peut ressentir au contact de ces sujets-là. Et faites-vous accompagner, vous avez tout à y gagner. Et c'est vraiment des accélérateurs à partir du moment où vous faites accompagner par les bonnes personnes, quoi. C'est si bien dit, j'avoue. Moi, j'ai commencé la première année, je pense, je suis rentrée dans un mastermind avec deux coachs, justement. Puis ça a vraiment fait une différence aussi parce qu'il y avait du groupe, tu sais, dans le sens, c'est un petit groupe, fait que d'autres entrepreneurs, voir d'autres réalités, d'autres angles, être accompagné aussi en coaching, je pense qu'effectivement, ça fait une belle différence dans les petits pas qu'on va faire avec un peu plus de confiance et de conscience aussi, là, je trouve. Hmm. C'est un beau mot de la fin. Puis en terminant, Claire, j'aimerais t'inviter, en fait, j'invite toujours mes invités à partager un de leurs outils ou un outil qu'ils aimeraient recommander en lien ou pas là, avec l'épisode. Et je sais que tu as un quiz à nous proposer. Absolument. Donc pour les personnes qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs et qui veulent justement s'intéresser aux questions de productivité, d'organisation et de structuration, vous pouvez faire le petit quiz gratuit que je propose. En fait, c'est assez simple. On répond à quelques questions et en fonction de notre profil d'entrepreneuriat et notamment de la maturité de notre business, eh ben, vous allez recevoir une espèce de plan de productivité personnalisé, c'est-à-dire vraiment des conseils qui vont vous aider à mieux aborder la productivité et des trucs très concrets pour optimiser votre organisation et votre planning. Pas l'optimiser pour forcément faire toujours plus, même si ça peut tout à fait être un objectif, mais l'optimiser surtout pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et de vous consacrer à ce qui est important pour vous. Super, je vais même aller le faire moi aussi. J'aime ça les quiz, j'adore les quiz. Fait que je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode, entre autres aussi là, le lien vers ton podcast Bye Bye Procrastination qu'on a parlé quelques fois, puis les liens aussi pour aller te suivre sur les réseaux sociaux, même si pour l'instant c'est assez tranquille, mais ça reste que je pense que il y a du beau contenu aussi antérieur à consommer également. Un gros merci, Claire, pour cette belle discussion, ta générosité. C'est super intéressant. Avec plaisir, merci à toi pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, ben, bye tout le monde. Merci.